Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers doctorants, chers étudiants, j'ai le très grand plaisir d'accueillir aujourd'hui comme conférencier invité mon collègue et ami, le professeur Johannes Angemöller. C'est sa deuxième participation au séminaire ISS-MDA, un séminaire international d'analyse des discours numériques des réseaux sociaux qui est porté par trois universités fondatrices de l'Alliance européenne Civis, Aix-Marseille Université, Université libre de Bruxelles et Université de Stockholm. Ce séminaire est également soutenu par la Maison française d'Oxford. Je vais vous rappeler le format de la séance. Dans un premier temps, nous écouterons notre conférencier invité. Sa présentation sera ensuite suivie d'une séance de questions-réponses. Je vous remercie par avance de bien vouloir couper vos micros. Vous pourrez les rallumer au moment de la séance de questions. Vous pourrez aussi poser vos questions en levant la main virtuelle ou en posant vos questions dans la fenêtre de chat de Zoom. Je vais vous présenter mon collègue le professeur Johannes Angemöller. Il est professeur d'analyse du discours et de linguistique appliquée à Open University au Royaume-Uni. Il est le fondateur du réseau international et interdisciplinaire DiscourseNet, qui réunit des chercheurs du monde entier, spécialistes d'analyse du discours. Au cœur de ses recherches se trouve la question de la production et de la reproduction de l'ordre social dans les pratiques de construction du sens. Dans son analyse de la construction discursive de l'ordre social, Johannes Angemöller s'intéresse aux questions de pouvoir, de savoir et de changement social en prenant en compte les discours académiques, pédagogiques et politiques. Il est l'auteur de 9 livres, il a co-dirigé 18 ouvrages collectifs et publié une quarantaine d'articles de revue et presque 70 chapitres d'ouvrages. Il est aussi très actif dans le domaine éditorial. En effet, il est membre du comité scientifique de plusieurs revues internationales, comme Journal of Multicultural Discourses, Mots, les langages du politique, Langage et société, ou encore Text and Talk. Dans sa conférence d'aujourd'hui, intitulée Discours critique et gouvernementalisation du discours, notre conférencier va prendre pour objet d'étude le discours sur le néolibéralisme, comme exemple d'une activité discursive critique qui caractérise notre époque. Johannes, nous t'écoutons. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette invitation. C'est déjà une collaboration assez régulière qu'on a établie et c'est un grand plaisir de continuer voilà, les échanges qu'on a eus. Merci pour cette invitation. Pour cette intervention, voilà, je me suis dit de présenter quelques idées que je suis en train de développer à propos du libéralisme, néolibéralisme, comme pris comme un discours critique. Je me suis intéressé au discours critique qui prolifère pas seulement dans les réseaux sociaux, puisqu'on a vu une explosion des énergies, euh, des dynamiques discursives autour des questions, des problèmes politiques et critiques. Ça, c'est un défi pour les analystes du discours euh, qui se pensent critiques. Il y en a pas mal qui utilisent cette étiquette. Il y a une école autour de l'analyse du discours critique en Angleterre, surtout, dans le monde anglophone, qui a pour but de travailler sur des problèmes sociaux et aussi d'offrir des solutions, de critiquer les discours qui sont vus comme problématiques. Alors, on a donc une prolifération des discours critiques dans le monde social. On vient d'avoir les élections en Allemagne avec voilà une grande discussion autour des, euh, des critiques de la droite et de la gauche. Euh, on, on vient d'avoir des développements, l'élection de Donald Trump aux États-Unis, lui aussi porté par des dynamiques
qu'on peut qualifier de critiques hein, euh, par les énergies qu'on a vues dans les réseaux sociaux, surtout. Et en France, je ne vais pas voilà, parler de l'ambiance qu'on a vue depuis pas mal d'années, qui est une ambiance de frustration ou de voilà, critique explicite, toutes sortes de grognements, de mise en contestation du gouvernement et à partir des réseaux sociaux et autres. Et du coup, voilà, tout ça, ça pose un peu la question comment euh, travailler sur les discours critiques avec un point de vue critique en analyse du discours. Euh, c'est, ce n'est plus vraiment possible de dire que les analystes du discours auraient un monopole de la critique ou qui serait mieux que les citoyens, qui serait une vraie critique ou non. Donc, on doit repenser un peu la question de la critique qui est à la fois l'objet et aussi le background qui nous anime comme chercheurs de ce phénomène. Je propose pour aujourd'hui de regarder un peu plus près les discours critiques et non critiques autour du libéralisme et néolibéralisme. Ce sont des mots, des étiquettes avec des sémantiques changeantes. C'est des mots qui signalent des appartenances politiques, bien sûr. Il y a aussi des mots qui signalent certains discours critiques. Et je voudrais peut-être commencer cette séance en vous invitant à définir ces deux mots pour parler un peu des associations que vous avez, si vous entendez libéralisme et néolibéralisme. Comment vous définiriez ces deux mots? Est-ce qu'on peut peut-être faire une liste ou avoir quelques réactions pour savoir un peu de quoi on parle ou de quoi vous pensez euh, quand, quand, quand on parle de ces deux mots. Vous pouvez réagir dans le chat, hein, Oui, dans le chat ou directement, en comme vous voulez. en ouvrant votre micro. En fait, le libéralisme, bien sûr, et le néolibéralisme peut renvoyer à ceux qui sont pour et contre. Euh, ça peut évoquer des projets politiques différents, une certaine vision de la société. Et je me demande ce qui vous vient à l'esprit. On prend un peu le temps, tranquillement, pour réfléchir là-dessus. Et si vous avez une réaction, ce serait tout à fait bienvenu. N'hésitez pas à proposer des concepts, des mots-clés. Ça, Favoriser le secteur privé, oui, bien sûr. Le libéralisme américain, donc ça a une connotation géographique, oui. Un discours centriste, voire même un peu de droite centriste, oui. Cela m'évoque par exemple le régime français néolibéral, tendance autoritaire actuelle. Donc j'imagine que ça renvoie à comment vous percevez le gouvernement Macron. Il y a d'autres, le capitalisme de manière générale, oui, très bien. Est-ce qu'on peut, oui, je l'associe à la mondialisation et au libre-échange, le milieu du XXe siècle, d'accord, très bien, merci.
Oui, le libéralisme est pour moi l'idée de garder nos libertés, voire essayer d'en obtenir plus si possible dans une société capitaliste. Oui, oui, c'est aussi sur la liberté, une forme d'éthique. Vous pouvez peut-être élaborer un peu quelle forme d'éthique ce serait? N'hésitez pas à utiliser le microphone. Il y a d'autres questions, d'autres idées, d'autres commentaires? Ce serait quel type d'éthique? Vous pensez à une éthique individualiste, peut-être, ou à une autre définition de l'éthique? Oui, la liberté économique ne doit pas être entravée. Est-ce qu'on peut peut-être distinguer entre le libéralisme et le néolibéralisme, ou c'est bien la même chose? Vous aurez des idées là-dessus? Est-ce que c'est la même chose? C'est une vraie question. On peut avoir peut-être une vote pour qui ce serait la même chose? Ah oui, voilà, je vois la définition de l'éthique du libéralisme de Morgan. Oui, une évolution du libéralisme dans le 21e siècle avec l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux. Oui, bon, d'accord. Ah oui, d'accord. Vous voyez pas forcément une grosse différence, hein. Il y a d'autres idées là-dessus. Et je veux bien en parler un peu de, de l'évolution du sens de ce terme. D'accord. La frontière serait assez floue entre les deux termes. D'accord. En fait, bien sûr, en fait, comme toujours dans le discours, ça dépend de ceux qui parlent et du contexte. Et le sens qu'a pris le terme de libéralisme, de néolibéralisme, euh, est lui-même un produit de certains contextes. Et, euh, en fait, oui, voilà. Là, on a le libéralisme anglais du 19e siècle au sens du non-interventionnisme de l'État. Très bien, merci beaucoup, Morgan. On a donc une tradition dite libérale, anglaise, du, euh, du siècle, du 19e siècle, qui, euh, qui est centrée sur l'idée qu'il faut protéger les individus de l'État. Et ce ne serait pas forcément la même chose que le néolibéralisme, qui serait peut-être quelque chose plus sur la protection de la liberté euh, des activités économiques. Il y a encore d'autres idées. Il n'hésite pas de prendre le microphone, hein, si c'est plus facile. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
Alors, le libéralisme, positionnement politique d'orientation libérale et capitaliste, oui, bien sûr. Donc, je vais peut-être parler un peu de la sémantique de ces termes et de son évolution qui, qui est assez voilà, intéressante parce que elle dépend beaucoup des pays dans lesquels on est. Ça, c'est une chose. Je veux montrer un peu euh, les, euh, les sémantiques spécifiques de ces deux termes et aussi la variabilité de ces deux termes. Il y a, il y a une richesse assez surprenante quand j'ai commencé à faire ces recherches sur ces deux termes qui, qu'on oublie facilement aujourd'hui. Et on a vu des acceptions très différentes dans les pays euh, différentes. Il y a peut-être deux extrêmes euh, à propos de la notion du libéralisme. Il y a d'une part la notion du libéralisme qu'on voit toujours, surtout en France, centrée sur la liberté économique des acteurs capitalistes et souvent aussi avec une certaine connotation critique par rapport à un capitalisme déchaîné. Et ici, on n'a pas forcément une grande différence entre le libéralisme et le néolibéralisme. Et de l'autre côté, il y a le libéralisme au sens des Américains, où le libéralisme veut dire, voilà, c'est un peu la social-démocratie, hein, ou voire le socialisme, avec l'idée que il faut protéger des minorités, les projets de vie différents, et surtout aussi, il faut intervenir dans l'économie avec des projets de justice sociale et de faire la redistribution des richesses. Ça, c'est c'est bien sûr une idée totalement contraire à ce qu'on a normalement en France avec cette idée de libéralisme. Et puis, on a de nombreux pays, et c'est peut-être aussi quelque chose qu'on connaît un peu en France, selon les backgrounds idéologiques, où le libéralisme, ce serait un peu le center ground, les centristes avec des idées communes sur comment pourrait marcher la société avec voilà, des approches pragmatiques et modérées. Donc ici, le libéralisme, c'est pas forcément lié avec un certain projet économique. C'est plutôt voilà, une attitude, disons, modérée et avec l'idée que normalement, il faut respecter les droits des individus. Il faut pas trop aller vers les extrêmes. Et, euh, et ça, c'est une idée du libéralisme qu'on trouve par exemple en Allemagne, en Italie aussi, je pense. Et puis ici, on a la coexistence de deux sens de libéralisme. Il y a le libéralisme au sens étroit, et ça, c'est le libéralisme tel que vous le définissez ici, avec une orientation assez politique sur la libéralisation des marchés, disons. Et puis, au sens plus large, ce serait une éthique voilà, de la diversité, de l'ouverture d'esprit aussi, de reconnaître les libertés individuelles des gens et aussi avec une certaine générosité. Donc, je ne sais pas si c'est un sens très établi en France. En France, surtout quand on ouvre les journaux, on voit très clairement
une prépondérance de libéralisme au sens voilà, néolibéral. Et ici, si on prend le libéralisme au sens d'une certaine générosité des libertés individuelles, c'est plutôt euh, quelque chose, même au-delà de la politique, hein, c'est pas forcément un terme seulement réclamé par les acteurs politiques. Donc, on a une très grande variété des sens. Parfois, ce sont des sens qui coexistent. J'ai regardé un peu la sémantique historique de ce terme et je suis tombé sur des choses très intéressantes. Le terme est le premier, quand il a apparu au départ, c'était après Napoléon, avec certaines tendances politiques à partir ou à la fin ou après Napoléon, où certaines classes euh, politiques se sont organisées, surtout jusqu'à la révolution de 1830. Et, euh, et c'est en France qu'on parle en premier du libéralisme. Et ici, le libéralisme veut dire normalement les idées libérales qu'on entend surtout euh, des classes bourgeoises. Donc, on associe depuis le départ en France l'idée du libéralisme avec la propriété et avec l'essor de la classe bourgeoise après ou avec Napoléon. Dans les autres pays, les idées libérales, en guillemets, c'est pas encore le libéralisme comme mouvement, c'est surtout les idées libérales qui sont évoquées et citées. On les voit émerger dans d'autres pays aussi, par exemple en Allemagne. Euh, Ici, c'est dans un sens beaucoup moins politisé, beaucoup moins associé avec des intérêts, avec une certaine classe socio-économique. Et, euh, et c'est ce que je trouve très intéressant. En Angleterre, ce terme n'apparaît qu'à la fin du 19e siècle. Et les grands penseurs du libéralisme, comme par exemple Mill, n'utilisait pas le mot libéralisme. C'était pas encore établi comme mouvement. Et du coup, les premiers penseurs anglais se voient pas encore comme libéralistes, si on peut dire ça. C'est un peu comme Marx qui se voyait jamais comme marxiste. Euh, c'est des étiquettes qui ont été créées pour créer une consistance de certains penseurs qui défendent les libertés individuelles, comme par exemple Mill, qui a aussi pensé sur une certaine libéralisation de l'économie, mais surtout, c'est un penseur qui pense euh, le plus essentiel dans la société, c'est de nous libérer de l'emprise des acteurs traditionnels, euh, surtout de l'Église. Donc, c'est un penseur qui défend des idées à l'époque assez nouvelles, qu'on pourrait qualifier par exemple de féminisme. Euh, il est très ouvert à l'idée de donner tous les droits à tous les voilà, citoyens et citoyennes de la société. Et, euh, et en même temps, avec les essais et des interventions dans ce sens-là, Euh, il est devenu riche avec sa position euh, dans les entreprises qui exploitaient l'Inde. Donc, il était dans la East Indian Company et, euh, et il était assez euh, euh, doué en tant que voilà, businessman. Euh, du coup,
On voit donc des voies assez en parallèle. Le mot libéralisme, au sens plus ou moins moderne, je pense que ça n'existait pas vraiment avant 1900. Et, euh, et donc, à ce moment-là, donc, on a cette idée du libéralisme comme mouvement qui défend les intérêts des individus au sens, au sens large, c'est-à-dire au sens projet de libération de la société des pouvoirs traditionnels, et aussi au sens étroit, au sens de libérer les forces économiques et de les protéger des entraves d'un État. Donc, ça, c'est un peu l'idée du libéralisme qui bientôt va s'articuler avec l'idée aussi des Lumières en général, un projet démocratique qui existe bien sûr bien plus longtemps, depuis au moins de la Révolution française et les Lumières des philosophes qui ont préparé cette révolution démocratique. Et du coup, on voit le libéralisme en tant que terme seulement au départ du XXe siècle. Qu'est-ce qui se passe après? On voit plein de crises. On voit la crise de la Première Guerre mondiale et surtout aussi la crise des années 30. Et donc, dans les années 30, Euh, on a souvent perçu une fin du libéralisme parce que précisément le capitalisme en tant que tel, libre de voilà toute intervention étatique, euh, ne fonctionnait pas du tout, du tout. Euh, Surtout le capitalisme américain s'est effondré de manière spectaculaire en 1929. Et on voit le début d'une crise qui va durer plus de 10 ans jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et dans cette époque, on voyait souvent voilà, euh, la fin totale voilà, d'une vision libérale de la société. Et il y a beaucoup d'observateurs qui, euh, qui, euh, qui était assez pessimiste à l'égard de la démocratie libérale, vu l'essor des totalitarismes en Europe, surtout. Il y avait pas seulement Hitler, mais aussi Staline, qui marquait voilà, la fin de quelconque promesse d'une révolution démocratique et libérale plus ou moins automatique. Donc, on voyait donc pendant les années 30 la fin de cette idée d'une économie libre comme état normal de l'économie et aussi la fin de la démocratie libérale comme voilà euh, le, le destin organique des sociétés. Et c'est à ce moment-là que voilà naissent d'autres penseurs et d'autres idées autour du libéralisme euh, qui, euh, qui partent précisément de cette crise du libéralisme qui est perçue comme finie, plus ou moins. Je vois ici un premier commentaire et vous êtes tout à fait bienvenu à commenter directement. Je voudrais bien que ce soit interactif si vous voulez bien. Il y a ici un commentaire très intéressant de la part de Zachary sur le Japon. Et, euh, et malheureusement, je ne suis pas assez familier avec le Japon. Donc, si vous pouvez peut-être expliquer un peu, peut-être ce sera plus facile avec le micro, non?
Je n'étais pas du tout conscient. Merci beaucoup. Et si vous voulez bien, ah oui, d'accord. C'est pas possible d'en parler. On peut peut-être revenir là-dessus si vous trouvez un lieu plus calme, plus tranquille, plus tard. Ça m'intéresse. Euh, on est dans les années 30 avec cette grande crise du capitalisme qui prend un tournant quasiment étatique, carrément étatique, avec des interventions importantes des gouvernements. Il y a le New Deal aux États-Unis de Roosevelt, le président américain qui prône des investissements publics massifs pour sortir de la crise. Et ça marque un début d'une économie très différente aux États-Unis. Ça marque le début de 30 ans au minimum, 34 ans, 40 ans, de, d'un rapport entre l'économie et l'État, où l'État est beaucoup plus dirigiste et où l'État euh, agit avec cette idée de pas contrôler l'économie. Et en fait, ils sont certainement pas contre les marchés, mais c'est clair que en fait, il faut un État régulateur au moins et voir un État qui intervient, qui investit, qui, euh, qui développe certains secteurs. Et donc, c'est donc à ce fond-là que, il y a un petit groupe d'économistes qui s'est réuni à Paris à la fin des années 30, d'abord dans le colloque Walter Lippmann, pour défendre un néolibéralisme, un, un nouveau tournant économique qui reconsidère l'idée des marchés libres, euh, d'une protection des sociétés des menaces totalitaires, euh, en défendant les marchés plus ou moins libres. Et donc, c'est donc un petit groupe de néolibéraux qui se réunissent à la fin des années 30, en France surtout, euh, pour, euh, pour ressusciter certaines idées libérales, surtout pour contrecarrer l'essor des totalitarismes en Europe. Walter Lippmann est un Américain, c'est un essayiste euh, assez polymorphe. On- C'est un commentateur de l'espace public qui défend l'idée de la démocratie. Il n'est pas forcément centré sur la question de l'économie libérale ou libérée. Il est surtout inquiet des menaces des démocraties libérales par les systèmes totalitaires qu'on voit en Europe. Et donc, euh, il défend une approche où l'économie serait pas trop contrôlée, mais il n'est pas obsédé peut-être par cette question. Surtout, en fait, c'est un démocrate qui voudrait pas que les autoritaires gagnent. Et donc, dans ce colloque-là, il y a un groupe surtout d'économistes européens qui se réunissent, qui sont libéraux au sens économique aussi. Euh, et c'est la première fois donc qu'on évoque ce terme de néolibéralisme. Et donc, c'est précisément un terme qui a été créé comme réponse à la crise du libéralisme, qui était perçue de façon très aiguë en 38-39, quand a lieu ce colloque de Walter Lippmann. Et du coup, c'est donc un terme qui s'est créé dans un contexte où, voilà, les gens qui le défendent sont clairement en minorité
Ils sont contre pas seulement les autoritaires, ils sont aussi contre euh, ceux qui, aux États-Unis, par exemple, euh, mènent le New Deal euh, de Roosevelt. Donc, ils sont contre tout l'établissement des gouvernements démocratiques qui sont restés, qui normalement prônent aussi une politique plus dirigiste, plus interventionniste que voilà, ceux qui viennent du libéralisme plus pur. Et donc, ces, ces économistes et intellectuels, euh, ils vont s'organiser à partir de 47 dans la société de Mont-Pèlerin. C'est une société qui a été créée en Suisse par Friedrich Hayek, qui est un économiste autrichien et qui va fonder le versant américain des des néolibéraux. Ce qui est une école très radicale, beaucoup plus radicale que la plupart des autres économistes euh, qui avaient une voix dans le colloque Walter Lippmann, par exemple, et beaucoup plus libérale, beaucoup plus libéraux que les libéraux du 19e siècle, qui, par exemple, défendaient l'idée d'éviter les monopoles. Euh, Hayek était suffisamment anti-étatique, il avait une phobie de l'État qui l'empêchait de quasiment de prôner quelconque régulation à partir de l'État étatique. Donc, il était contre la régulation des acteurs économiques et donc, il pensait que voilà, le marché, ce serait une sorte de choses beaucoup plus organiques, naturelles et peut-être même biologiques des humains qui n'avaient pas du tout besoin d'être régulés. Et ça, c'est assez différent de nombreux d'autres libéraux qui voyaient très bien que c'est très important de créer voilà, un système euh, de règles, de pratiques, d'institutions pour créer des marchés qui fonctionnent. Et donc, pour ce versant radical des Austro-américains, c'était important de donc voilà, défendre une sorte de libéralisme révolutionnaire. Donc, un, un libéralisme qui se passe de toute institution étatique, qui est même contre l'État et, euh, et, euh, et sont donc de vrais néoconservateurs qui, euh, qui vont jusqu'à à, à- à prôner une société différente. Alors que, par exemple, les libéraux allemands qui naissent en Allemagne après la guerre, qui sont aussi connus comme les ordolibéraux, eux, ils ont une approche beaucoup plus organique. Ils défendent les marchés pour, hum, pour stabiliser un certain ordre social. Et donc, ils sont totalement anti-révolutionnaires et assez conservateurs en plus, de fait. Et eux aussi, ils défendent les marchés, mais surtout avec cette vision assez conservatrice d'une société bien en harmonie entre les classes, entre euh, euh, les acteurs économiques. Donc, on a une panoplie assez vaste des gens qui acceptent ce label du libéralisme. Et en fait, les néolibéraux qui naissent, c'est surtout les néolibéraux de Hayek qui s'organisent dans la société de Montpellerin. Ils restent totalement marginaux jusqu'aux années 70. Ils créent une école à Chicago. Euh, ils ont certains disciples dans les départements américains d'économie. Il y a aussi certaines autres écoles
qui sont un peu proches de ça, mais voilà, ils font tous un peu euh, leur propre théorie sans avoir un grand impact sur la politique, puisque voilà, jusqu'aux années 70, euh, les États-Unis suivent cette idée d'une économie qui a besoin d'un État qui donne le pouce, qui, euh, qui donne une dynamique aussi dans la planification euh, des villes, des secteurs, du social, etc. Donc, c'est jamais devenu une société socialiste, c'est sûr, mais en fait, c'était très clair pour les élites à l'époque que voilà, l'État a son rôle à jouer dans la planification de la société. Donc, et c'était une idée assez partagée parmi les gouvernements européens aussi, et surtout aussi en France, hein. La France était avec une élite technocratique assez puissante, peut-être un exemple euh, assez clair de cette tendance de la planification de l'économie et de la société. À la fin des années 70, ce modèle de planification tombe en crise. Ça, c'est une chose. Et euh, en même temps, les idées néolibéraux de ces économistes très marginaux sont repris par certains politiciens. Et les premiers, c'était les dictatures en Amérique latine. C'était le Chili et, euh, et l'Argentine au milieu des années 70. Et à ce moment-là, en fait, immédiatement, en Amérique latine, euh, la valeur pragmatique de ce terme de libéralisme change totalement. Et en Amérique latine, à ce moment-là, libéralisme et néolibéralisme sont connus comme une idéologie américaine, alors que voilà, c'était des économistes minoritaires encore aux États-Unis, une idéologie américaine au service de certains systèmes autoritaires qui imposent voilà, des politiques de libre marché pour fusionner donc des idées de liberté économique avec un système autoritaire. Ça marchait dans la mesure où Hayek et ses autres amis économistes de cette tendance très minoritaire donnaient leur appui à ces dictatures. Il était positif sur Pinochet. Je ne sais pas si c'était vraiment pour toujours. De toute façon, au départ, c'était positif. Et je pense que c'est le ministre des Finances ou de l'économie de Pinochet était formé par Hayek et Milton Friedman. Donc, il y avait un lien très très clair entre le régime avec cette pensée néolibérale de Hayek et Friedman surtout aussi. Et du coup, à ce moment-là, immédiatement, le discours latino-américain bascule totalement. Quand on utilise le mot libéral et néolibéral, normalement, on signale un discours critique. Donc, c'est devenu tout de suite un slogan pour les dissidents de ces régimes autoritaires pour voilà, euh, pour se positionner à l'encontre de ces tendances libre marché autoritaires. Euh, En Europe et à l'Ouest, et ça vous connaissez certainement, on voit l'arrivée de Thatcher au final des années 70 et aussi l'arrivée de Ronald Reagan aux États-Unis. Et là, tout d'un coup, on voit s'implanter les idées nélibérales au cœur des gouvernements de l'Ouest. Et on voit
plus ou moins rapidement euh, aussi changer la valeur de ce terme de néolibéral et de libéral parfois, mais surtout néolibéral dans beaucoup de pays. Sauf aux États-Unis. Aux États-Unis, en fait, le terme de libéralisme continue jusqu'aujourd'hui, comme vous le savez sans doute des médias, voilà, Kamala Harris se présente comme une euh, libérale, mais au sens démocrate, euh, et du coup quelqu'un de gauche aux États-Unis. On voit seulement émerger cette sémantique critique du néolibéralisme à partir de la campagne électorale de Bernie Sanders en 2017. Et du coup, euh, en Europe et aux États-Unis, avec des vitesses un peu différentes, le néolibéralisme devient donc un terme pour signaler une attitude critique par rapport à ces politiques. Euh, Ça, c'est quelque chose qu'on se voit surtout à partir de la fin des années 90, quand il y a des gouvernements de centre-gauche au pouvoir qui parfois appliquent certaines mesures de privatisation et de libéralisation des marchés dans certains secteurs. Il y a surtout le gouvernement de Schröder qui commence certaines politiques de libéralisation en Allemagne. Il y a Blair qui va pas renoncer à certaines réformes néolibérales de Margaret Thatcher. Il y a aussi le gouvernement de Jospin qui montre une certaine souplesse, hein. Ce n'est pas un gouvernement super néolibéral, mais ils vont pas trop insister non plus pour, euh, euh, pour re-réguler les marchés après euh, l'échec des 2 premières années de la présidence de Mitterrand au début des années 80, qui marque un peu la fin de cette idée d'un État qui peut contrôler les marchés. Et donc, Jospin se réconcilie un peu avec cette situation. Donc, pendant ces gouvernements, on voit la montée d'un certain discours euh, critique du libéralisme en France. Et dans les autres pays, on parle normalement de néolibéralisme pour critiquer ces tendances que vous avez aussi évoquées ici dans le chat. On garde parfois le terme de libéralisme dans les autres pays comme un terme plus neutre, parfois positif. Surtout aujourd'hui, c'est un terme qui est souvent défendu hein, par ceux qui sont inquiets par la montée d'un régime autoritaire, voire fasciste aux États-Unis et en Europe avec la montée de l'extrême droite. Et donc, on voit donc l'émergence d'un espace public qui identifie des positions politiques à partir de ces slogans, ces termes voilà, qui affichent des identités politiques. Et personnellement, je suis un peu sceptique si on peut toujours dire que on est dans une période de néolibéralisme, puisque avec la crise financière de 2008, euh, on a vu de nouveau clairement une crise du capitalisme mondial, surtout du capitalisme américain. La Banque centrale américaine a dû intervenir de manière décisive pour éviter euh, un écroulement du système financier. Et, euh, et ça, d'ailleurs, a créé un certain trauma dans la droite anglo-américaine. Euh, la droite aux États-Unis et aussi en Angleterre a depuis toujours été définie par deux grands projets. Le premier projet, c'est un certain voilà,
nationalisme conservateur avec l'idée du christianisme aux États-Unis et certaines valeurs conservatrices, plus ou moins. Mais surtout, en fait, il y a cette idée euh, d'un empire, par exemple, en Angleterre, et l'idée de défendre les valeurs américaines dans le monde entier parmi la droite américaine. Et ça, c'est le premier composant de la droite anglo-américaine. Euh, voilà, cette vision nationalisme conservatrice. Et puis, l'autre composant, c'est le libre-échange, c'est le libre marché. Et les libres marchés, bien sûr, avec la grande crise de 2008, est tombé dans une grosse crise. Et, euh, et on a bien vu que cette idée de la liberté économique totale ne fonctionne plus idéologiquement. Et du coup, en fait, ce qu'on voit aujourd'hui avec Trump, c'est ce qui reste quand l'idée de la liberté économique est morte. C'est un nationalisme grossier avec voilà, une obsession anti-immigration, avec des idées autoritaires sur un pouvoir personnel. Et du coup, ça a vraiment changé de caractère, euh, cette droite. Elle a ouvert la voie pour l'extrême droite. On a vu la montée du Brexit en Angleterre et maintenant de Farage, le leader de l'extrême droite là-bas, qui aura peut-être euh, la possibilité d'avoir une majorité au prochain Parlement. Et du coup, voilà, la droite sort totalement transformée, idéologiquement totalement transformée de cette crise. Donc, c'est pour ça que je suis assez douteux sur l'efficacité du terme néolibéralisme pour caractériser notre monde contemporain. Et, euh, je dirais que voilà, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de regarder comment ce terme continue à malgré tout avoir une certaine voilà, capacité d'expliquer, de donner un cadre interprétatif pour ce qui se passe dans le monde, parce que en fait, on parle toujours du néolibéralisme, néolibéralisme de gauche, et, euh, et c'est un voilà un terme qui est souvent cité pour expliquer toutes sortes de problèmes, surtout les marchés globalisés, les hiérarchies économiques. Et donc, c'est quelque chose qui fonctionne toujours idéologiquement comme terme critique. Et, euh, et voilà, ça c'est peut-être la première partie que je voulais un peu présenter ici euh, sur, euh, sur, euh, sur l'évolution historique de ce terme, sur cette sémantique qui s'est développée dans voilà, les espaces différents avec une souplesse assez remarquable, hein, parce que le terme de néolibéralisme est plaqué à beaucoup de choses différentes. Et, euh, et donc, ce que je trouve très intéressant avec cet exemple du discours critique sur le néolibéralisme, c'est de regarder, et de demander comment le discours critique fonctionne et comment, voilà, euh, un discours qui cite un terme comme le libéralisme ou le néolibéralisme, comment il devient critique, ça c'est une chose, et on voit des événements historiques qui ont, euh, qui ont préparé un peu le terrain pour que ce soit voilà, possible voilà, de construire
le néolibéralisme comme un schème interprétatif pour expliquer toutes sortes de problèmes à partir d'une position de gauche. Et plus généralement, je me demande comment voilà, un discours critique fonctionne en général. Donc, ici, je vais peut-être faire une petite interruption, une petite pause pour les questions et euh, pour répondre un peu aux questions, aux commentaires, avant de passer à la deuxième partie qui sera donc sur le fonctionnement du discours critique à partir de cet exemple. Voilà. Je vois un autre. C'est bien un autre commentaire de Zachary, non? Oui, tout à fait. Voilà. À ce sujet, c'est pour ça que j'ai mentionné que le libéralisme m'évoquait le libre-échange. Il connaît un essor à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il est mis en avant comme un outil de paix entre les peuples. Il a par exemple été utilisé comme outil pour réformer, ah d'accord, pour réformer le Japon impérial en tant qu'allié. Oui, c'est un aspect de mon sujet de recherche cette année. Donc ce serait donc un concept qui a été repris à partir des années 40, après la guerre mondiale, c'est ça? Ah oui, d'accord. Donc vous vous intéressez à l'essor ou au succès de l'approche néolibérale au Japon, c'est ça? Et dans la version de Hayek. D'accord. Ah oui, très intéressant, oui. En effet, et, ça m'intéresserait beaucoup de savoir ce que vous faites et c'est tout à fait passionnant. Euh, donc, est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions ou euh, des associations, des commentaires, des questions euh, sur, euh, sur la sémantique de ces termes? J'aurais une question, Johannes. Tu as parlé dans les années 30 donc, de la crise du capitalisme et de l'intervention étatique, donc un interventionnisme d'État qui est très net, très flagrant. Est-ce qu'on retrouve, par exemple, sous la présidence Biden, un tel interventionnisme et comment faudrait-il le qualifier? Est-ce que ce serait un néo-interventionnisme? Oui, en fait, on a très clairement euh, euh, des tentatives dans ce sens-là. C'est quelque chose qu'on associe avec cette loi sur the Inflation Reduction Act et euh, des mesures pour investir dans la transition à une économie plus verte, pour réduire le carbone. Et avec des investissements assez pertinents, assez importants hein, dans l'économie. Donc, et ça a été cité un peu, ça a été mis dans la tradition un peu du New Deal. Hein. Il y a aussi les Verts allemands, surtout, je pense qui ont parlé d'un New Deal vert comme projet politique des Verts en Europe et en Allemagne. Et, euh, et c'était un peu l'idée de cette Inflation Reduction Act. Il faut dire que c'est pas forcément venu de nulle part, puisque Trump, dans l'élection avant, avait déjà promis des investissements assez importants. Il a joué un peu avec son image de real estate developer, de, voilà, de mogul immobilier, pour construire voilà, l'infrastructure de l'État, du pays, et aussi le mur, bien sûr, contre les Mexicains.
Ce qui serait aussi un projet assez important. Ça n'a jamais été couronné de succès, bien sûr. Il n'a jamais vraiment sérieusement commencé des investissements dans l'infrastructure, mais en fait, idéologiquement, ça marque un changement de cap à partir de Trump, qui était beaucoup plus ouvert à, à des politiques interventionnistes. Et surtout, ce qu'on voit maintenant avec Trump, c'est plus du tout une politique libérale. Euh, quand on pense aux frais douaniers qu'il impose sur le monde entier, hein, c'est vraiment le retour à un système des États-nations plus ou moins protégés par les tarifs des douanes et, euh, et donc à une économie démondialisée. C'était normal jusqu'aux années 70 d'avoir des tarifs de douane très importants parmi tous les pays du monde, jusqu'à 50, 100% pour les importations. C'était pas du tout exceptionnel. Et aujourd'hui, les frais qui proposent pour taxer les importations des autres partenaires sont un clair retour à cette époque. Donc, sans bien sûr cette idée progressiste de développer une société avec ses potentiels de production, ses potentiels aussi non matérialistes d'une société libre, il y a pour l'instant très peu de discours sur le développement des services publics et au contraire, ce qu'on voit maintenant, c'est une réduction radicale et violente des effectifs de l'État. Mais idéologiquement, il n'est pas du tout contre des idées beaucoup plus interventionnistes et ça me surprendrait pas totalement si on, on verrait d'autres idées interventionnistes qui vont se présenter de manière différente de Biden parce que voilà, il est viscéralement opposé à ses adversaires, donc il peut jamais admettre que ce serait peut-être la même politique, mais on verra ça, hein. C'est donc quelque chose qui marque un- 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 une différence très très nette des politiques économiques d'avant. Et si on s'intéresse au lien entre interventionnisme et protectionnisme, est-ce qu'il y aurait un paradoxe qui existerait? Ben, normalement, pour les libéraux et les néolibéraux, les deux étaient totalement liés, hein. Donc pour eux, les douanes, c'était juste la face inverse d'un interventionnisme. Et c'est difficile de ne pas voir les douanes comme une sorte de taxation aussi, hein, d'impôts indirects qui sont voilà, payés bien sûr par les consommateurs américains. Ils sont vendus comme des punitions des étrangers, mais en réalité, ce sont des impôts pour les consommateurs américains. Et donc, voilà, pour un économiste libéral et néolibéral, ce sera la même chose. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours viscéralement contre les douanes. Et les organisations mondiales, comme par exemple la euh, World Trade Organization et aussi la Banque euh, mondiale, ils ont toujours défendu une réduction des impôts avec voilà, un fonds libéral et néolibéral. Et, euh, et, euh, et on voit très mal comment voilà, ce régime peut continuer avec Trump.
Et une question de Zachary dans le chat. Ah oui, d'accord. Pensez-vous que l'histoire est cyclique, dans le sens que pensez-vous que ce chapitre Trump n'est qu'une frayeur du présent et que ce sera vu comme une anomalie? Ah oui, bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Et j'imagine que nous sommes tous voilà, en train d'observer comment l'histoire se fait maintenant. Euh, c'est absolument surprenante de voir la vitesse dont Trump et Musk et ce nouveau régime oligarque a pris le pouvoir aux États-Unis sans freine, hein. C'est quelque chose qui maintenant marche très très vite. Et j'ai bien sûr bien étudié l'histoire allemande et je connais très bien l'histoire allemande, bien sûr, je suis allemand. Euh, je vois plein de parallèles entre voilà, ce qui se passe maintenant aux États-Unis et l'essor de Hitler. Je dirais pas du tout que Trump serait Hitler, ce serait pas du tout le cas. Donc il n'a pas voilà, massacré des millions de personnes. Et ça, on ne sait pas si ça arrive, mais la manière de défaire l'État libéral, démocratique, c'est assez pareil, avec les mêmes mécanismes. Et du coup, on a vu donc un cycle libéral au 19e siècle, surtout si on part euh, du Royaume-Uni. Hmm. Le continent était toujours beaucoup plus autoritaire dans sa manière d'être gouverné. Et, euh, et puis, voilà, l'essor des autoritarismes dans les années 30 et 40. Et puis, bien sûr, un autre cycle plus libéral. Maintenant, euh, la grande question, c'est de savoir est-ce que ça marche. Et, euh, et je trouve que ce qui est très intéressant de voir que Trump, il a déjà imposé des douanes dans la première présidence qu'il a eue, qui n'ont jamais été révoquées par Biden. Donc ça marche. Les États-Unis, on a adopté les frais de douane parce qu'ils marchent. C'est un budget absolument déséquilibré et en fait, ils ont bien reconnu que voilà, au moins, ce sont euh, des revenus qu'il faut pas renoncer. Donc, euh, je pense que c'est en effet la fin d'une époque et la question sera de savoir à quel point ce sera violent à un moment donné. Et ça, on ne sait pas, mais je vois très, très mal que la dynamique autoritaire s'arrête aux États-Unis. Et apparemment, il y a aussi une alliance nouvelle avec Poutine. Et la grande question, ce sera de savoir comment, voilà, ce qui se passera avec la Chine. Donc, tout ça, c'est absolument ouvert et sans précédent. Donc, on verra bien ce que, ce qui se passe dans les 6 mois qui viennent. Je pense que ça, ce sera crucial. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce fond général dans lequel les termes de libéralisme, de néolibéralisme se font? Je pense qu'il y a bien une réalité socio-historique qu'il faut reconnaître avec certaines politiques qui vont dans un sens libéral ou antilibéral. Euh, je pense qu'il y a clairement une tendance libérale à partir des années, euh, à partir de l'après-guerre. En fait, il y a une première libéralisation qu'on oublie facilement, avec une première petite baisse des impôts et surtout des frais de douane.
à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce processus est accéléré à la fin des années 70. Et en même temps, voilà, on n'a jamais vu un démantèlement de l'État social en Europe. Euh, il y a plein de discours très, très critiques des politiques de privatisation et de réduction de l'État. Mais toujours est-il qu'en France, par exemple, il y a une part très importante de l'État dans l'économie. Et il y a absolument pas du tout une tendance de faire le tout. Même Sarkozy, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui a prêché les politiques très radicales, euh, à la fin du jour, il n'a pas réduit les effectifs de l'État. Donc, les effectifs de l'État aujourd'hui en France et dans d'autres pays sont euh, plus élevés ou plus ou moins égales à, à ceux qui étaient il y a 40 ans. Donc, c'est pas du tout un changement catastrophique qui a eu lieu. Avec la politique de masque aux États-Unis, ce sera peut-être différent. Et on va voir à quel point. Donc, je pense que le grand changement qui a eu lieu dans les années 80, c'est bien sûr, il y a eu un tournant libéral, néolibéral. Ça, il faut pas le nier. Mais surtout, en fait, c'est un changement idéologique. Avant, il y avait une promesse d'une société qui pourrait être planifiée et régulée dans le sens de l'état de welfare state. Et cette promesse du welfare state c'est perdu, et ça, c'est une vraie crise politique. Et en fait, c'est quelque chose euh, qui se prête plus facilement comme voilà, une vision finale du capitalisme. Du coup, ça marque un cap idéologique très important. Et ça marque aussi un cap de politique économique. Mais finalement, je pense que dans beaucoup de pays, si l'on ne parle pas des politiques les plus libérales euh, de, de, de Reagan et de Clinton, Bill Clinton qui a effectué une réforme des systèmes de sécurité sociale très important, une réduction très importante. Si on ne parle pas de ça, dans les pays européens, je n'ai pas vu un changement qualitatif très, très radical, hein. Ça, c'est plutôt mixte comme impression du tout, hein. Voilà. Donc, J'aimerais t'entendre sur le tournant néolibéral et les valeurs libertariennes qui sont souvent avancées, notamment par Musk. oui, en fait, euh, le mot libertaire aux États-Unis, libertarian, c'est l'équivalent du néolibéral en France ou en Allemagne. Ça veut dire quasiment la même chose. Et les Américains vont jamais dire, quasi jamais dire néolibéral. Maintenant, à gauche, on entend, mais surtout euh, les Américains et les gens en général, les économistes en général, qui prônent le marché libéral, libéralisé, ils n'utilisent jamais, aujourd'hui, jamais le mot néolibéral. Il y a anarcho-capitalisme de Milley, anarcho-capitalisme. Il y a libertarian aux États-Unis. Donc, ils ont des mots différents pour s'autodésigner. Donc, libertarianisme aux États-Unis, et on l'a bien vu dans la campagne de Trump, a maintenant un rapport assez ambivalent avec Trump. Euh, Trump a parlé devant l'Assemblée de ce parti. Il y a un parti des Libertarians. Normalement, ils sont organisés parmi les républicains, mais il y a aussi un petit parti. Et
Et il a reçu une réception un accueil assez mitigé. Donc il y avait une partie qui était enthousiaste, une autre partie très critique. Donc ça montrait bien à quel point euh, le néolibéralisme aux États-Unis est déchiré aujourd'hui. Hein. C'est plus une force unie. Et du coup, ils peuvent pas vraiment résister. Hein. Ils sont partis de ce projet de Trump-Musk qui est anti-immigration, plus ou moins. De toute façon, voilà, c'est pas encore clair en quelle mesure ils vont vraiment déporter les gens. Et c'est pas clair du tout si on va fermer le pays à tous les professionnels. Et c'est pas clair en quoi les néolibéraux, les libertarians sont prêts à condamner les claires euh, violations constitutionnelles qui sont en train de faire en, en, en démissionnant to fire, what's fire in French? Ils sont renvoyés. Renvoyer, voilà, des centaines de milliers de civil servants. C'est pas forcément des fonctionnaires, mais des employés de l'État. Et donc, ça, voilà, c'est c'est pas très civilisé comme démarche. Et je ne sais pas si les libertarians, avec leur fond un peu révolutionnaire, sont pour ou contre. Et c'est aussi en lien avec le respect de la liberté d'expression. Donc le fait Voilà. qu'il y ait plus de modération sur les réseaux sociaux. Et là, en fait, on a une tradition, c'est très bien comme point ici, oui, en effet. Il y a une idéologie américaine très, très ancrée et très établie qui existe depuis très longtemps, qui est spécifique pour la culture politique aux États-Unis, qui consiste à défendre la free speech, la libre parole, à tout prix. Et donc, pour cette idéologie très américaine de free speech, il serait par exemple impensable de censurer quoi que ce soit. C'est une sorte de libéralisme discursif radical. Il faut tout laisser aller pour que, au final, la meilleure idée s'impose. C'est une idée qu'on a déjà eue avec Mills, mais Mills, il était aussi conscient de l'abus. Donc, il était tout à fait euh, d'accord euh, pour réguler aussi hein, le discours. Donc, aux États-Unis, on a une discussion importante autour de la libre parole. Et vous avez peut-être vu que des gens comme Musk, qui ont transformé Twitter en une sorte de plateforme pour toutes sortes de propagande, parfois de mauvaise qualité, ici toujours l'idée de la free speech totale. Et du coup, voilà, ça c'est le point des libertariens qui maintenant les lie avec Trump-Musk, mais, mais je pense que force est de constater que ce projet libertarien, néolibéral, a été défait par Trump et Musk. Et en fait, il y a aussi une conscience grandissante maintenant qu'avec un système de propagande d'une telle puissance globale qui est dans la main de très très peu de gens comme Zuckerberg et Musk, euh, l'idée de défendre ce système au nom de la free speech est un peu ridicule. Donc, je pense que il y a plein de voilà, arguments maintenant qui vont à l'encontre de ce courant idéologique. Et si on revient sur les récentes élections en Allemagne, notamment l'Observatoire sur la Constitution, il me semble qu'il avait menacé d'interdire le parti AfD.
L'observateur de la Je ne sais Constitution, c'est plus quoi? le titre exact, l'Observatoire sur la Constitution allemande. C'est Je quoi? sais plus le titre L'observatoire? exactement. C'est ce qui est le garant de la Constitution en fait en Allemagne et Ah, qui menaçait d'interdire l'AfD, de bannir l'AfD. oui, si, en fait, tu fais peut-être allusion à la Cour constitutionnelle. Voilà, je me souviens plus. Il y a le système constitutionnel où il y a aussi sur le niveau des Länder. Et donc, il y a normalement un système de proportion selon les partis politiques. Il y a des représentants dans les cours et ils ont décidé de ne pas laisser euh, nommer des représentants de l'extrême droite. Donc, en Allemagne, il y a une situation très différente après le fascisme parce que c'est illégal, c'est illégal de faire la propagande nazie. Du coup, ils le font pas, il faut le dire. Euh, il y a, il y a des discours nazis très, très cachés. Euh, faut le faire de manière très, très indirecte pour que voilà, ça marche parce que tout de suite, ils auront les juges hein, sur le dos. Et surtout, en fait, il y a un vrai risque de se voir interdire le parti s'ils sont considérés comme de l'extrême droite. C'est bien sûr, c'est très difficile, mais de toute façon, il n'y a pas du tout la possibilité de faire la propagande dans le discours public. C'est pour ça que, par exemple, des signes nazis sont interdits et avec des punitions importantes. Et, euh, et ça a été critiqué par la droite américaine avec cette idée euh, libertarian. Et je pense que la grande différence, c'est que les États-Unis, pour l'instant, n'ont jamais eu euh, un grand échec de leur nation. Et du coup, ils n'ont jamais vu comment voilà, ça peut se passer en très peu de temps. Et du coup, ils n'ont pas les freins de la même manière qu'en Allemagne. Et je pense que maintenant, euh, de mon point de vue, c'est très important d'avoir ces lois pour avoir voilà, des seuils civilisationnels. Et ça marche. C'est quelque chose qui a ralenti hein, la dynamique. Je pense à la controverse qu'il y a eu suite à la diffusion sur X de l'entretien entre Musk et la présidente de l'AfD. Bah, en fait, on voit très clairement que Musk et Trump, ils ont des ambitions internationales. C'est surprenant, franchement. Je n'aurais pas dit que ce serait le cas. Ils cherchent des alliés idéologiques. Et maintenant, en fait, on voit très bien que des gens comme Milley et Orban, ils peuvent profiter des avantages directs pour voilà, leur positionnement idéologique. C'est donc euh, une manière de, de- d'agir au niveau international très différent d'avant. Qui était avant, c'était beaucoup plus avec des intérêts pragmatiques et c'était pas tellement idéologique, un peu, mais bien sûr, souvent en Europe, pour défendre la démocratie. C'est une situation très différente en Amérique latine. En Amérique latine, les Américains ont toujours soutenu les dictatures, donc un agir très différent, mais toujours poussé par un grand pragmatisme. Ce pragmatisme n'est plus là. Et du coup, ce qu'on voit avec cette concentration de richesses aux États-Unis, il va être utilisé à des fins idéologiques. Et c'est ce qu'on a vu avec Farage aussi au Royaume-Uni, qui a vu émerger une promesse très vite après les dernières élections aux États-Unis,
d'un soutien de 100 millions de livres sterling pour son parti d'extrême droite de la part de Musk. Et bien sûr, en fait, ce serait une somme colossale, largement suffisant pour faire basculer le pays vers l'extrême droite. Pour l'instant, ça ne s'est pas réalisé, mais je pense que c'est très clair et c'est très intéressant que Musk euh, n'a pas seulement un intérêt pour, euh, euh, pour, euh, pour avoir un pouvoir aux États-Unis et il devient une sorte de président bis, ou je ne sais pas. Euh, mais il poursuit une politique très ouverte de soutien direct de l'extrême droite dans certains d'autres pays européens. Et j'imagine que, il y a des intérêts derrière très clairs. Euh, il veut contrôler l'Allemagne. Il voit très bien que l'Europe, avec l'Union européenne, est un marché colossal, très important, avec des pouvoirs de régulation très, très importants. Donc, pour l'instant, malgré Mélanie et peut-être même malgré Le Pen, je ne sais pas si Le Pen ce sera si docile comme présidente d'extrême droite pour les Américains. On a bien vu Bardella qui s'est retiré de cette conférence d'extrême droite aux États-Unis après le geste de Heil Hitler qu'a fait Steve Bannon. Donc ça, c'était très, très intéressant comme réaction. Donc il y a un gros, donc, une grosse tension. Il y a aussi une grosse tension dans la droite allemande qui est loin d'accepter la ligne donnée par Trump. Ce que je vois, c'est la tentative de dominer, de contrôler les politiques intérieures de certains pays européens directement à travers les alliés d'une extrême droite et avec la possibilité de défaire une Europe unie et qui pourrait imposer des douanes très importantes. Comme on l'a vu, en fait, on est entré dans une ère de douane très importante. Et donc, Musk est le premier ciblé, hein. Donc, son industrie ne peut pas continuer avec les douanes. Donc, il, euh, il a absolument besoin des gouvernements étrangers qui sont en faveur de son business. Et c'est à la fois pour X, euh, qui, euh, qui sera l'objet d'une régulation du secteur de l'Union européenne et aussi pour les véhicules. Donc, c'est, c'est une sorte de système de contrôle soutenu par une idéologie d'extrême droite à des fins très personnelles. Ouais. Il y a aussi un certain paradoxe parce que Trump encourage les énergies fossiles, à nouveau, le forage, Ouais. le gaz de schiste et le pétrole de schiste. Et d'un autre côté, Musk a tout intérêt à vendre des véhicules électriques. Donc, Ouais. ça paraît un peu en contradiction. Donc, on voit que même dans l'univers de Trump, il y a certaines questions comme cette question-là, par exemple, et aussi la question de l'immigration qui renvoie à de vrais antagonismes sociétaux avec des intérêts opposés. En fait, Musk est opposé à- à- à réduire l'immigration, hein. C'est clair. Il vient d'un secteur qui a absolument besoin des professionnels. Donc, il y a un grand clivage dans le mouvement. Donc, il y a ces questions qui relèvent de la discussion démocratique qui continue, bien sûr, même sous une présidence autoritaire de Trump.
C'est des contradictions qui devraient voilà, résoudre. Si ça va mal pour eux, voilà, ça va éclater. Ces intérêts se vont mobiliser selon les directions différentes. Mais pour l'instant, voilà, ça donne une coalition. C'est euh, organisé dans cette oligarchie et ce sera intéressant de voir combien de temps ça peut durer. S'il n'y a pas d'autres questions, je pourrais passer avec quelques réflexions sur le discours critique. Parce que, comme je le disais, en fait, euh, le discours de libéralisme et de néolibéralisme, c'est un discours intéressant dans la mesure où on voit une grande versalité, une grande flexibilité euh, des valeurs que peuvent prendre ces termes. Non seulement par rapport à l'objet, à la référence, au domaine référentiel de ces termes, mais aussi à la valeur pragmatique qu'ont ces termes dans les discours politiques, où ces termes sont mobilisés pour identifier les identités et pour se positionner pour et contre. Et, euh, et donc, Euh, cette discussion critique et parfois aussi affirmative, mais surtout critique autour du néolibéralisme est aussi intéressant parce que ça nous rappelle que c'est pas seulement les discours qu'on analyse qui critiquent quelque chose, mais on analyse du discours, c'est mon champ, c'est donc euh, les études du discours. On a aussi des discours critiques qu'on mobilise dans nos analyses, dans la recherche. Et la critique du néolibéralisme, bien sûr, est quelque chose qui est très universellement, quasi universellement partagé parmi les chercheurs en analyse du discours et parmi beaucoup de sociologues, parmi beaucoup de chercheurs dans les sciences sociales. Donc, je, je m'intéresse à réfléchir sur ces discours comme un discours qui à la fois est un objet pour nous et aussi un discours qui définit notre propre position d'énonciation, qui est donc un discours qui rend notre propre position possible d'une certaine manière. Et je veux définir le discours critique qui est en jeu ici de manière formelle, c'est-à-dire très basique, comme un discours qui est normalement un discours où deux discours se rencontrent. C'est donc un discours interdiscours. La critique, c'est un interdiscours d'un discours critiquant qui part à partir d'une position d'énonciation disons, de vérité. Donc, des arguments qui sont mobilisés en faveur, qui sont présentés comme supérieurs, comme meilleurs, pour critiquer un autre discours. Donc, il y a donc un interdiscours entre un discours critiquant et un discours critiqué. Et on voit ça, je peux peut-être euh, ouvrir rapidement quelques exemples. Ici, vous voyez le... Voilà. Non? Oui. Euh, euh, deux extraits qui ont fortement marqué notre propre discours critique sur le néolibéralisme qu'on a vu depuis 40 ans. Euh, la figure la plus importante euh, pour instaurer ce discours était Bourdieu, qui a publié un article dans le monde diplomatique à la fin des années 90. Et il fait donc l'appel pour un État national ici, voire européen, pour, euh, pour freiner le capitalisme déchaîné, pour re-réguler l'économie et voilà, euh, pour l'intérêt public.
Et c'est un article qui était très important pour commencer le débat critique sur le néolibéralisme de l'époque et jusqu'à aujourd'hui. C'est une critique qui a été reprise souvent euh, par plein de chercheurs critiques dans notre domaine, surtout en analyse du discours critique dans le monde anglophone. Il y a ici, par exemple, un extrait de Fairclough, qui est l'une des grandes figures de l'analyse du discours critique en Angleterre, où il renvoie explicitement à Bourdieu comme voilà, critique du néolibéralisme. Et on voit ici dans le discours de Fairclough très, très bien les marques de l'interdiscours, hein. Donc, on, on voit les guillemets qui présentent donc le discours critiqué. C'est donc le discours qui est présenté par Fairclough, qui représente un discours néolibéral, donc le discours de ceux qui prônent les marchés libéraux, libéralisés. Ils sont tous mis en guillemets ici. Et du coup, voilà, on voit très bien que implicitement, Fairclough parle bien sûr d'une autre position, celui du discours critiquant, qui est un discours euh, qui mobilise des valeurs plutôt universelles, par exemple la justice sociale. C'est un discours qui parfois même évoque les droits de l'homme et qui défend l'intérêt public ici dans ces deux discours de Bourdieu et de Fairclough, comme voilà une valeur qui soit implicite. euh, et Chez Fairclough, c'est peut-être un peu plus implicite. Chez Bourdieu, dans l'article de 98, c'est encore très, très clair, très, très, très explicite, hein. Euh, il se fait avocat des services publics et d'une conception pro-interventionniste et euh, d'une idée de l'État qui fait de la redistribution des richesses. Donc, on voit assez clairement la position de dénonciation de Bourdieu. Et, euh, et ce qui est intéressant maintenant, c'est de s'interroger sur la façon dont les deux discours se rencontrent dans les contextes différents. Et ce qu'on voit sont deux grands discours critiques. Et euh, le premier discours, c'est donc ce discours-là. Il est très, très, très connu en France et aussi en Amérique latine. Euh, c'est un discours donc qui mobilise, qui vient des militants, qui, euh, qui brouille souvent la frontière entre le champ académique et le champ politique. Et, euh, et du coup, on voit ici une certaine euh, euh, asymétrie entre les deux discours, dans la manière que, voilà, ils sont eux-mêmes l'objet d'une analyse du discours. Parce que c'est très clair qu'avec ce discours militant, on utilise l'analyse du discours pour critiquer le côté idéologique, donc le côté néolibéral, le discours qui est critiqué, avec des outils, les perspectives, les, euh, les théories de l'analyse du discours. On voit comment voilà, les ressources sont mobilisées dans ce discours pour imposer certaines positions. On peut faire une analyse des acteurs avec
euh, leur position dans ce champ, et puis voilà, révéler donc une sorte de conspiration parfois qui créerait donc une idéologie euh, néolibérale dans l'espace public. Ça, pour être un peu caricatural, l'approche de l'analyse du discours critique et aussi de certains en France qui s'inscrivent dans la lignée de Bourdieu. Euh, il y a une autre critique qui existe avec Foucault, avec Michel Foucault, qui est l'autre grand théoricien du néolibéralisme, qui a en effet présenté une théorie très sophistiquée, ancrée dans les archives, souvent connue sous le nom de gouvernementalité. Foucault a travaillé sur la gouvernementalité de l'espace politique à partir du XVIIIe siècle, au milieu des années 70. 70. C'était les cours qui n'étaient pas publiés jusqu'à récemment, bon, maintenant il y a 15 ans. Et donc, dans ces cours au Collège de France, il a, il a fait premièrement une sorte de généalogie des approches de laisser-faire qui commencent en effet très tôt, dès le 18e siècle et pas au 19e. Ce c'est donc pas du tout une invention des Anglais, c'est une invention européenne euh, dans un contexte d'un pouvoir post-disciplinaire qui est en train de se mettre en place bien avant la Révolution française. Euh, les, euh, les structures proto-étatiques monarchiques qui se mettent en place à l'époque savent très bien que c'est impossible de contrôler tous les comportements d'eau. Donc, ils savent très bien que voilà, il faut laisser aller un peu certains espaces ouverts pour que les gens euh, se contrôlent eux-mêmes. Et du coup, selon les normes euh, qui sont mises en pratique ou qui sont établies par le souverain, mais sans voilà, avoir une relation de soumission directe au sujet. Donc, c'est un pouvoir qui se met en place avec cette idée que les sujets, il faut les créer, il faut créer des subjectivités qui sont capables de se mener eux-mêmes sans contrôle direct, qui sont donc des sujets libéraux. Qui savent donc reproduire l'ordre social sans l'intervention directe. Donc ça, c'est une approche de Foucault connue sous le nom de gouvernementalité qui, qui a une perspective assez différente sur le néolibéralisme. Il y a ceux qui critiquent Foucault et qui disent que Foucault serait un apologète, non, apologète du néolibéralisme. À mon avis, c'est totalement faux. Foucault a travaillé sur le néolibéralisme avant euh, l'élection de Thatcher, dans un moment où ces gens-là étaient encore totalement marginaux. Personne ne rêvait qui serait pertinent un jour dans les milieux politiques. Et donc, Foucault a présenté le cas du néolibéralisme du XXe siècle, pas parce qu'il a fait une sorte d'histoire des idées du néolibéralisme à partir des années 30. Euh, et il a présenté ces idées comme une autre variante du pouvoir postdisciplinaire. Et donc, faut voir cette généalogie du néolibéralisme dans le contexte vaste qu'il a analysé à travers les siècles pour
pour montrer que finalement, le pouvoir moderne, c'est-à-dire contemporain, c'est un pouvoir qui est toujours joué avec des espaces avec une liberté plus ou moins limitée. Donc, c'était toujours un peu la dialectique entre le laisser-aller et le contrôle. Et cette idée d'un d'un groupe ou d'un État qui contrôle est un peu absurde dans cette perspective-là, parce que finalement, c'est tous des espaces qui fonctionnent sans sujet central qui contrôlerait tout. Et donc, c'est des espaces qui fonctionnent sur les idéologies libérales et nélibérales qui ont besoin de cette idéologie pour formater et constituer des marchés et des espaces d'action où voilà, un certain pouvoir s'exerce sans qu'il soit très visible. Et ça, c'est un système de pouvoir qui n'est pas du tout limité au libéralisme et au néolibéralisme. C'est un espace de pouvoir, une approche du pouvoir qui commence bien avant et donc qui marque donc euh, euh, voilà, un fonctionnement assez fondamental du pouvoir moderne. Et donc, ici, je trouverais un peu étrange de voir euh, l'idée que Foucault serait euh, un libéral ou un néolibéral, puisque c'est très clair quand on lit Foucault que pour lui, euh, le libéralisme, le néolibéralisme, c'est c'est un ensemble d'idées euh, qui, parmi d'autres dans l'histoire, qui, euh, qui est mise en marche pour, euh, pour ce système de pouvoir postdisciplinaire. Et, euh, et c'est très clair que Foucault ne défend pas du tout l'idée néolibérale qu'un pouvoir, qu'un marché, qu'une économie soit possible sans l'État, sans euh, des institutions, sans des relations de violence, finalement. Et donc, il est absolument pas néolibéral dans ce sens-là. Il est tout à fait voilà, conscient que voilà, ça fait partie, le néolibéralisme, le libéralisme, ça fait partie d'un système de pouvoir institutionnel. Et du coup, on peut aussi voir Foucault comme un critique du néolibéralisme. Et en effet, Foucault a été reçu parmi beaucoup de militants et de critiques du néolibéralisme hors de la France. Surtout, en France aussi, il y a ces critiques du néolibéralisme qui viennent de Foucault. Et en fait, ces critiques du néolibéralisme, ils partent plutôt euh, d'une critique de de l'essence présupposée du libéralisme. Il critique euh, l'idée d'une nature libérale universelle. Il décentre le système libéral ou ses idéologies libérales et néolibérales en montrant l'historicité de ce système et comment ils s'inscrivent dans des contextes socio-historiques et leurs pratiques réelles. Donc, il contribue d'une certaine manière à la désuniversalisation et la déréification de ces idéologies hein, qui se veulent naturelles. Hein. Hayek croyait que voilà, le marché, c'est une sorte d'instance divine imprégnée dans les gènes, d'une certaine manière, des gens. Et donc, Foucault
ferait donc une critique très fine, euh, moins explicite dans la manière que sa propre possession de vérité n'est pas si claire, peut-être. Et donc, euh, mais néanmoins, en fait, ce discours foucaultien, historiciste, disons, généalogique, est aussi un discours qui est très important. Et je pense il y a aussi pas mal de chercheurs, historiens qui sont pas forcément des Foucauldiens, qui suivent un peu le même modèle critique, qui consiste à donner euh, une perspective soi-disant neutre euh, sur, euh, sur le phénomène. Donc, décrire, rentrer dedans dans cette idéologie libérale et néolibérale, et puis décentrer cette idéologie en montrant la contingence historique pour donc montrer que voilà, il y a plein d'autres idéologies qui se veulent universelles, donc ça peut pas être la vérité suprême. C'est un peu ça le geste généalogique relativiste de Foucault. Et ça aussi, c'est un discours critique qui peut être voilà, mobilisé et qui a été mobilisé pour critiquer les pensées économistes. Et, euh, mais c'est un rapport entre position de vérité qui est ici caché chez Foucault et les historicistes, et le discours critiqué, qui est explicite et qui est mis à côté de beaucoup d'autres discours critiqués. Ici, cette relation est beaucoup moins euh, ouverte, explicite, que dans le cas de Bourdieu-Verclaaf. Dans le cas de Bourdieu-Verclaaf, on voit explicitement les valeurs qui sont mobilisées pour critiquer le discours néolibéral. On voit un discours keynesianiste, un discours parfois des droits de l'homme, moralisant. Il y a un discours très clairement présent. Est-ce que le discours de Foucault serait neutre, objectif? Bien sûr, en fait, ce discours historiciste aussi part d'une certaine possession de vérité, comme tout discours. Il y a aucun discours sans possession de vérité implicite, hein. C'est le propre de euh, quelconque énoncé voilà, d'impliquer un locuteur qui présenterait quelque chose comme vrai, euh, en différence à l'encontre de quelque chose qui serait quelque chose de non vrai. Ça, c'est avec une perspective polyphonique très clairement le cas quasiment toujours. Donc, ici, chez Foucault, la position du locuteur, la position d'énonciation, euh, n'est pas du tout marquée avec des valeurs. Et on ne voit jamais euh, un alignement de cette position de vérité avec les positions des discours qui sont critiqués. C'est ça ce qui donne un effet de neutralité de ce discours historicisant. Et, mais en fait, bien sûr, en fait, c'est juste un autre modèle critique. Donc, ce que je trouve intéressant ici, avec ces deux approches critiques vers le néolibéralisme, on a des modèles et des régimes critiques du discours. Et, et je ne pense pas qu'on ait beaucoup plus de temps. Je veux juste conclure avec une idée. C'est dire que, voilà, on peut voir ici des frontières parfois claires entre les discours politiques sur le néolibéralisme et les discours des chercheurs qui mobilisent la critique du néolibéralisme. Parfois, c'est pas du tout clair. Ça, c'est une chose. Et il y a une certaine flexibilité de la sémantique et on voit aussi des discours critiques qui sont mobilisés quand on parle du néolibéralisme. Et on voit un modèle qui présente la position de vérité de manière plus ou moins claire. Euh, on va voir un autre régime critique chez Foucault et beaucoup
de sociologues et de historiens qui vont pas forcément juger les discours qui critiquent. Mais néanmoins, en fait, c'est pour montrer la contingence de ces idéologies. Donc, c'est aussi critique, hein, d'une certaine manière. Et donc, on a un autre modèle critique qui marche aussi. Aujourd'hui, je pense que les deux modèles sont un peu à la fin parce que le modèle neutre qu'on voit chez les historiens et les sociologues, avec le modèle des fake news qui circulent dans l'espace médiatique, qui force le journaliste à prendre position pour ou contre euh, la valeur épistémique des contenus. Euh, on n'a plus vraiment le même modèle de critique voilà, celui défendu par les sociologues, disons, voilà, objectifs. En même temps, le modèle de la critique qu'on a vu avec Bourdieu et Fairclough est aussi problématique parce que c'est asymétrique entre la position de dénonciation et le discours critiqué. Et, euh, et je dirais que voilà, c'est difficile de mobiliser voilà, une position morale comme une position implicite dans un discours de recherche qui aurait l'ambition de dire quelque chose sur le monde social, une réalité sociale. Donc, ce sera juste un peu pour conclure cette réflexion sur ces discours critiques, qu'on a besoin d'une nouvelle réflexivité pour penser ces relations entre possession de vérité et possession idéologique pour, euh, euh, pour bien voir qu'il n'y a pas de possession neutre, objective possible. On est toujours parti des discours critiques. Il y a pas d'espace en dehors des discours critiques qu'on analyse. On est parti de ces discours-là. Mais en même temps, il est important de réfléchir sur notre propre, sur notre propre bataille de vérité, notre propre lutte épistémique. Et on n'est pas en dehors du problème qu'on analyse. Donc, c'est un peu une invitation pour réfléchir notre propre position dans ces discours critiques. Et le discours critique, si l'on analyse en tant que phénomène et aussi en tant que discours qui nous anime, peut nous inviter à- à aller un peu en delà de ces discours critiques. Voilà, je ne sais pas, en fait, je ne vois plus du tout la présentation. Grégoire, Oui. Euh, tu organises peut-être un peu la discussion et Voilà, les réactions. je vais conclure, puisque il est Ah, 18h04. oui, j'ai pas vu, désolé. Non, non, c'est pas grave. Est-ce que tu peux arrêter le partage d'écran, s'il te plaît? Oui, Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, je vais te remercier pour cette très belle réflexion épistémologique sur le discours critique. Tu as rappelé la genèse des concepts de libéralisme et de néolibéralisme, et c'est vrai que ça nécessitera peut-être qu'on revienne lors d'une autre séance sur ces problèmes théoriques et conceptuels qui sont vraiment d'actualité. Donc, encore une fois, un très très grand merci, Younes, pour ta conférence d'aujourd'hui. avec plaisir. Merci Merci. beaucoup. Le Merci à vous. séminaire va poursuivre ses activités scientifiques lors de la prochaine année universitaire et vous serez informé de la programmation détaillée pour l'année 2025-2026 au début du mois de septembre. Merci encore pour votre présence à la séance de séminaire d'aujourd'hui. Bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt. Merci à vous. Merci. À bientôt.